Bonjour à tous ainsi que ceux qui sont en Zoom. Merci à l'équipe de Psycha 31. Nous recevons aujourd'hui ma consoeur et amie Vanina Micheli-Rechtman. Son livre Les nouvelles beautés fatales sur les troubles des comportements et alimentaires et des troubles de l'image, comme pathologie de l'image, pardon. Merci de cette invitation, je suis ravie. Vanina Micheli-Rechtman est médecin psychiatre, psychanalyste, présidente de l'association psychanalytique Espace Analytique, dans laquelle j'ai été formée et j'ai œuvré une vingtaine d'années, Oui. je dirais. Tu es chercheur associé au Centre de recherche psychanalyse, médecine et société de Paris Diderot 7, et tu es auteur aussi de plusieurs ouvrages, de la psychanalyse face à ses détracteurs et du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé. Alors, tu viens nous présenter ce nouveau livre, Des nouvelles beautés fatales, interrogeant effectivement les troubles des conduites alimentaires et le phénomène de l'anorexie comme miroir de l'esthétique contemporaine de l'image et comme une mise en lumière des arcanes de la féminité contemporaine, même si l'anorexie a été définie depuis la SEG et depuis le 19e siècle. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un livre qui est très intéressant, qui se lit de manière très, très fluide. J'ai beaucoup aimé, on sent que tu as travaillé avec le cinéma, je dirais. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup aimé tes références au monde de l'art, Oui. au monde du cinéma, au monde de la photographie, puisque tu centres sur cette question de l'image. Hein. Euh, en, en définissant, tu rappelles aussi la question qu'avait posée Platon de l'image, de la véritable image de l'icône, hein, qui se différencie de l'image simulacre. Oui, tout à fait. Voilà. L'anorexie, je vais reprendre un petit peu deux, trois trucs, elle avait été peu évoquée par Freud, hein. Essentiellement en rapport à la névrose hystérique, et il l'a pensée comme symptôme de conversion lié à la sexualisation de la fonction alimentaire, la pulsion orale étant une des premières pulsions, avec un conflit intrapsychique, et ce symptôme est un effet du refoulement de la fantasmatique sexuelle orale. Et dans un texte antérieur, déjà en 1895, il avait envisagé la pathologie alimentaire dans son versant boulimique comme symptôme de névrose d'angoisse. La compulsion alimentaire étant une manifestation symptomatique d'angoisse rudimentaire insuffisamment élaborée et débordée dans un excès d'excitation endogène sexuelle, l'appareil psychique ne peut y faire face que par un mode comportemental ou somatique, ce qui la rapproche de l'addiction aussi. Oui, tout à fait. Et il avait aussi lié à la même période la névrose alimentaire à une forme pathologique du deuil et de la mélancolie, comme une forme de mélancolie chez des sujets à sexualité encore inachevée, dit-il à propos de la perte de l'appétit liée à la perte de la libido dans l'anorexie. Cette question d'entendre le sujet à sexualité encore inachevée, je dirais, que est totalement encore d'actualité, Oui, avec, peut-être on en dira un mot à la fin sur toute la question du genre, ou de l'autodétermination de genre qui est demandée à des enfants qui sont évidemment totalement inachevés dans leur structuration psychique. Voilà. Tu montres alors un petit peu la dérive, je dirais, la dérive de l'image, de la compulsion de l'image, et dans l'utilisation, par le biais peut-être des réseaux sociaux et du numérique,
qui embarque les jeunes adolescentes vers des modèles identificatoires de plus en plus, je dirais, mortifères, voilà, réducteurs de l'être féminin, comme c'est par exemple tous ces mannequins-là, comme le disait la photographe Sarah Moon que tu as interviewée, disait de plus en plus maigres. Et j'ai beaucoup aimé l'interview avec Sarah Moon parce que je me suis dit, elle travaillait, tu sais qu'elle travaillait sur le glamour de la féminité. Je suis allée regarder ses photographies et j'ai trouvé que ce glamour était accompagné d'une grande poésie. Oui, tout à fait. Voilà. D'une grande poésie qui se perd dans le monde actuel, où les photographes de mode sont plutôt du côté de la standardisation des corps féminins, alimentant, à mon avis, de manière peut-être plus profonde au niveau sociétal, une haine du féminin. Je ne sais pas, tu me diras un petit peu ce que tu en penses. C'est une question qu'on peut pas se poser. Oui, ça m'a fait associer dans un livre précédent sur la conscience de l'humain. J'avais fait un gros travail à partir d'une féministe italienne, Silvia Federici, qui avait publié la Caliban ou la sorcière, qui avait expliqué un petit peu que toute la haine frénétique qui s'est déchargée pendant 300 ans sur les femmes considérées comme sorcières, venait à la suite d'une légalisation dans le monde médiéval du viol. Voilà, ils ont osé légaliser le viol. C'est pour elle, elle le mettait à l'origine, cet avilissement du corps des femmes associé au début de l'accumulation, elle le met à l'origine du capitalisme. Voilà. Je pense que c'est important parce qu'à mon avis, on est dans la poursuite du capitalisme et dans un néolibéralisme accéléré qui réduit de plus en plus l'être humain à du produit. Oui, le corps devenant un espèce d'objet de consommation. Voilà, le corps devenant objet, le corps devenant produit. Philippe Germain, il y a quelques années, peut-être dans les années 80, il disait que toutes ces nouvelles symptomatologies venaient des profondes transformations de la société, de la famille, et qu'à la place des relations vivantes humaines, se substituait un repli sur soi et sur l'objet. Voilà, créant Pommier avait parlé de ce que l'on voit dans les boulimie, de crash dans l'objet pulsionnel. Voilà ce que je dirais un peu en ouverture, mais ton livre est très, très dense, très intéressant. Tu reprends aussi tout l'apport, effectivement, nous en parlions avant de démarrer, tout l'immense apport lacanien sur la question du féminin, que je vais te laisser développer. Voilà, peut-être que voilà, je te donne la parole et puis après on va associer librement. Oui, merci beaucoup de ta présentation. Moi, je travaille depuis plusieurs années sur les troubles des conduites alimentaires et ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de faire un essai assez pluridisciplinaire, comme tu l'as rappelé, c'est-à-dire à la fois la clinique, bien sûr, avec la psychanalyse, la théorie du féminin et en même temps d'autres disciplines, la philosophie, l'histoire de l'art, parce que je trouve que c'est un symptôme qui est un symptôme sociétal aussi. Tu parlais du Moyen-Âge et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on parlait d'anorexie sainte au Moyen-Âge. Et à cette époque-là, au fond, les femmes faisaient des jeûnes pour obtenir une place dans la hiérarchie ecclésiastique. Donc, il y a déjà cette notion de quelle place les femmes occupent. Donc, aujourd'hui, évidemment, on est dans une autre configuration, mais ce qui me frappe depuis plusieurs années, c'est en effet l'impact que les images, et en particulier celles des réseaux sociaux, ont sur ce symptôme. Du coup,
en quoi les modifications sociétales provoquent des modifications de symptômes. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation des troubles des conduites alimentaires et c'est mondial. Donc, justement, en Chine, hein, il y a des troubles des conduites alimentaires, mais dans les grandes villes. Ça a été grandement accéléré depuis le Covid, partout. Voilà, ça a été accéléré partout depuis le Covid, hein, c'est-à-dire le confinement, etc. Mais c'est mondial, en fait, c'est un phénomène planétaire hein, et que j'essaie de mettre en lien donc avec le rôle des images dans la formation des identités modernes. C'est pour ça que je parle de pathologie de l'image. Hein. Au fond, voilà, c'est une catégorie pour moi hein, qui regrouperait la manière dont la société, donc là en l'occurrence les réseaux sociaux, influencent les symptômes. Donc effectivement, j'ai essayé de travailler sur plusieurs champs et en montrant aussi ce qu'est une image, hein, puisqu'au fond ces images, les réseaux sociaux sont retouchés, comme tu le rappelais, ce sont des images simulacres. Hein. Déjà Platon en parlait, hein, la différence entre l'eikon, l'eidolon, donc l'image, et l'image simulacre, c'est-à-dire une image où il n'y a pas assez de distance, hein, d'une certaine manière. Et ce qui me frappe, c'est cette espèce d'addiction aussi aux réseaux sociaux, cette manière pour certains, de ne pas décrocher hein, de ces images d'écran. Donc, je trouve que pour nous, en tant que psychanalystes, c'est intéressant aussi de se pencher sur ces phénomènes de la modernité pour montrer justement la pertinence aussi des concepts de la psychanalyse et de montrer que nous avons, nous, les outils, en tout cas, pour essayer de comprendre ce qui arrive, à la fois sur le plan clinique, hein, comme tu le rappelais, c'est-à-dire que, encore une fois, je pense que dans cette clinique, qui est une clinique vraiment complexe, parce qu'en fait, ça va de la névrose à la psychose. Hein. Il y a de l'hystérie, la névrose obsessionnelle, des phobiques, et aussi des psychotiques, plutôt du côté mélancolique. Donc, effectivement, on a une complexité clinique. Par rapport à ce symptôme de l'anorexie. Absolument, par rapport à ce symptôme de l'anorexie, de la boulimie. Et c'est vrai qu'une réponse un peu comportementale, d'une certaine manière, rate le symptôme, c'est-à-dire rate qu'il y a derrière ce symptôme. Puisqu'au fond, c'est une espèce de parole désespérée, incessante, et que si la réponse est uniquement comportementale, au fond, ça ne marche pas. Non. Bon, des fois, on fait déplacer le symptôme. Tout à fait. Hein, et c'est là où il y a une vraie pertinence pour moi de la psychanalyse dans cette clinique, parce que nous sommes à l'écoute du désir. Et c'est là où l'apport lacanien est très intéressant quand il nous dit que le rien, au fond, l'anorexique, c'est pas qu'elle ne mange rien, hein, c'est qu'elle mange du rien. Elle veut du rien. Et c'est très intéressant de faire du rien, au fond, comme un concept, hein, en se disant de quoi s'agit-il? Qu'il s'agit, c'est qu'au fond, ce sujet a l'impression que son désir est étouffé, hein, et qu'il y a une angoisse d'être englouti, hein, et que ce désir de rien pose son existence. Alors, d'une part, c'est très bien que quand j'ai vu cette question du rien, je me suis dit, ça fait lien avec notre dernier entretien du mois d'avril. J'avais invité Joseph Rosel pour parler de l'ouvrage de Guy Massaf. Hein, et Lacan avait effectivement grandement insisté sur cette dimension du rien. Hein, et sur l'inconscient comme béance, comme trou. Et du rien, il a fait l'équivalence avec l'objet, à cet objet qui nous divise. Hein, voilà. Et par rapport à ce vouloir du rien, tu dis aussi dans ton livre qu'elle refuse, hein, le sujet refuse d'être le phallus de la mère. Tout à fait. Hein, voilà. Alors, c'est un refus inconscient, c'est ça qu'il est important de dénouer. La négation vient de l'inconscient. Voilà, oui, mais en même temps, alors je me disais, cette négation venant de l'inconscient, elle reconnaît qu'il y a du manque dans l'autre.
Oui, ben, bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc c'est pas du côté de la psychose. Voilà, Voilà. dans ces cas-là, tout à fait. Mais c'est là où il y a une subtilité de voilà, de ce symptôme, hein, Oui. que nous devons entendre. Oui. À partir du moment où on est dans l'écoute du désir, hein, du désir inconscient, on cerne mieux de, voilà, de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que bon, ça m'apparaissait très important de montrer encore une fois la pertinence de la psychanalyse dans cette clinique qui est quand même assez dominée par, voilà, à l'hôpital en tout cas, par le courant plutôt comportementaliste, cognitiviste, et je pense que voilà, qu'on a vraiment des choses à démontrer. Qui est pris dans cette réduction behavioriste contre laquelle Lacan avait grandement lutté. Oui, tout à fait. Oui. Hein. Et donc, voilà, ce livre, c'est comme une tentative de démonstration aussi de montrer que voilà, que la psychanalyse est vivante et et qu'elle s'intéresse aux phénomènes contemporains et qu'elle peut aussi donner des éclairages même sur le statut des images, sur la manière dont notre société fonctionne et dans ce statut des images, tu parles à la fin là, des modèles identificatoires et de l'image, on aurait dû faire des images de Lara, vous regarderez Lara Croft, oui. hein, qui séduit tous les adolescents. Oui. Donc, je suis allée voir, c'est effectivement une femme très, très musclée, dans le pouvoir physique, je dirais. Oui. Hein? Tout à fait. Oui, j'ai pris cet exemple de ce jeu vidéo et puis ça a donné un certain nombre de films parce que je me suis interrogée sur ce corps un peu surdimensionné. D'ailleurs, je montre dans ce livre que, enfin, comme vous le savez sans doute, mais il y a une augmentation de la chirurgie esthétique aussi chez les jeunes, Tout à fait, même des ados. Oui, même des 18-35 ans, et c'est un phénomène impressionnant. Et qu'est-ce qui se passe dans cette chirurgie esthétique? C'est des formes, quoi. Voilà, remettre des seins et des fesses. Le visage aussi. J'en discutais avec un chirurgien plasticien, il me disait, je suis affolée, ils viennent en consultation avec leur photo du filtre. Voilà. En disant, je veux ressembler au filtre. Absolument. Voilà. Et ce filtre, qu'est-ce que c'est? C'est une bouche pulpeuse, c'est un nez d'une certaine manière, etc. Et ce personnage, Lara Croft, ressemble un peu à elle a anticipé d'une certaine manière cette tendance. Et c'est intéressant de s'interroger sur ce que ça peut signifier, de vouloir, là encore, ressembler à une image, donc là c'est un jeu vidéo, ou ressembler à une image de réseau social. Ça va, à mon avis, avec l'idéal de société, de toute puissance du côté du pouvoir, du côté de la force, et plus du côté de la subtilité, je dirais, et de l'intelligence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la place, enfin, ce qui m'a interrogée, moi, c'est la place du corps. Et du coup, c'est au fond comme si maîtriser son corps, c'est maîtriser sa vie. Il y a quelque chose du pouvoir, et qui passerait par le corps. Mais en même temps, ça crée une espèce enfin, au moment où il y a des mouvements d'émancipation féminine, MeToo, etc., c'est comme une régression. Tout à fait. C'est comme une aliénation. Tout à fait. C'est-à-dire, certaines femmes, enfin, ces jeunes femmes-là, qui vont se faire transformer, elles intègrent les dictats qui sont présents sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est ça aussi, c'est ce mouvement qui m'a interrogée, c'est voilà, comment comprendre le processus d'aliénation de certaines femmes. Ouais. Lacan avait déjà parlé de se méfier de la machine qui pouvait prendre la parole ordonnatrice. Voilà. Hein? Donc, c'est effectivement pris dans tout ce mouvement occidental. Oui, un mouvement de formater les corps. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que ces troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, c'est quand même, donc d'une part, du côté de l'anorexie, la maigreur, l'identification
à certains mannequins, parce que le monde de la mode est évidemment encore sur cette question-là, même si... Oui, tu l'expliques bien, même toutes les nouvelles mesures de loi pour Oui, protéger. oui, j'ai Hein? commencé par là parce qu'en Oui. fait, il y a eu en 2006 le décès d'une mannequin brésilienne lors de défilés de haute couture à Sao Paulo et ça a été le point de départ d'une prise de conscience au plan international sur fallait faire quelque chose, c'est-à-dire quand même se préoccuper voilà, du poids des mannequins. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, mais elles ne sont pas vraiment tout à fait respectées, il faut dire. D'accord. Puisque normalement, les mannequins ne peuvent pas défiler si elles ont un IMC, c'est-à-dire un indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids divisé par la taille au carré, en dessous de 18, c'est-à-dire à peu près 56 kg pour 1m75. Or, quand on regarde des défilés, on voit bien qu'elles sont bien plus maigres que ça. Donc, bon, je ne sais pas comment se fait le contrôle, mais donc il y a quand même eu normalement des contrôles. L'idée qu'il fallait mettre photographie retouchée, je ne sais pas si vous le voyez, mais je Non. peux mettre. Ah, oui, Voilà, donc il y a tous ces dispositifs-là normalement pris à l'échelle internationale. Voilà. Donc il y a eu une préoccupation, mais bon, quand même ça continue. Du coup, ça crée un espèce de, entre guillemets, corps idéal. Et j'essaie de déconstruire dans mon livre cette idée que la beauté, c'est la maigreur. Voilà. Et c'est pour ça que c'est Georges Vigarello, qui est un historien du corps, qui préface le livre, et qui j'ai beaucoup eu de conversation, parce que lui a fait un gros travail sur l'histoire du corps et de la beauté. Et il montre comment la notion de beauté change depuis le Moyen Âge, le XVIIe siècle, et que les critères changent tout le temps, et que donc la beauté est une notion d'histoire de l'art aussi, hein, et qui varie selon les époques. Donc il est probable que dans 2 ans, on n'aura plus les mêmes critères. D'ailleurs, je faisais une interview d'une journaliste hier. Il m'expliquait que, vous savez que c'était la mode des fessiers très développés, et maintenant ça ne l'est plus. Donc, les femmes doivent se faire enlever leurs fessiers, enfin celles qui ont mis des implants. C'est quand même. C'est une aliénation. Se faire instrument de la mode. Se faire instrument, se faire avec enfin, et puis c'est très douloureux tout ça, donc il y a un masochisme aussi quand même. Il y a des risques, il y a de la douleur, voilà, je trouve que c'est important de... C'est pas rien, les liposuctions. J'entendais sur France Inter, il y avait 2 chirurgiens esthétiques parisiens qui disaient que les gens allaient se faire souvent retoucher dans certains pays où les tarifs étaient beaucoup moindres, en Thaïlande par exemple. D'ailleurs, tous les Chinois vont faire leur chirurgie en Thaïlande et qu'ils récupéraient des dégâts, des liposuctions. C'est un geste, ils disaient, éminemment dangereux, on peut en mourir. Donc, il faut informer les jeunes. Tout à fait, et ça questionne sur la question de l'insatisfaction, hein, qui nous concerne, nous, comme psychanalyste. Qu'est-ce qui fait que le corps serait insatisfaisant? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Comment le comprendre? Et interroger le masochisme aussi. Oui. Puisque, voilà, puisque c'est très douloureux, que c'est des semaines de traitement. Donc, voilà, il y a quelque chose là où la psychanalyse, encore une fois, se trouve à des choses à dire sur ces questions. De rappeler peut-être que le corps, c'est le réel. Voilà. Et qu'on ne peut pas changer de corps comme on change de vêtements. Et qu'on n'aille pas vers une fast fashion corporelle. Voilà. Oui, oui. Et puis, ce corps, voilà, qu'est-ce que c'est que le corps idéal? Donc, c'est vrai qu'avec nos outils réels, symboliques, imaginaires, on peut essayer aussi voilà, de faire entendre quelque chose sur
qu'est-ce que c'est qu'un corps? Ça me fait associer Michel Montrelet dans L'ombre et le nom. Elle disait que la femme use de son corps comme le corps d'une autre. Hein, voilà. Et peut-être d'aller y voir du côté du corps de la mère, hein, quand la jeune fille n'est pas suffisamment différenciée du corps maternel. Oui, oui, moi je trouve que là, nous avons en tout cas des interrogations qui sont contemporaines. Et j'ai beaucoup aimé, comme pendant d'Image idéale de Lara Croft, tu mets l'actrice américaine Jenny Rollins, hein, des années 50 Oui, enfin même un peu, oui, Gina Rowlands, je trouve que c'est une actrice formidable et qui est pour moi, voilà, l'image d'une féminité extrêmement intéressante parce qu'elle incarne différents rôles, à la fois dans Gloria, c'est une femme qui a travaillé un peu dans la mafia et qui se prend d'amour pour un petit garçon. Ça questionne beaucoup toutes les facettes de la féminité. Et donc, effectivement, enfin, John Cassavetes et Gina Rowlands, ce couple à la fois dans la vie et au cinéma, je trouve que c'est un bel exemple de la diversité qu'il y a dans la féminité. De sa subtilité, de sa Oui, complexité, de sa absolument. beauté, de cette forme de beauté. Ça me fait associer à ce qu'on disait là, avec Roselle en revenant dans l'Antiquité sur les deux formes de beauté entre Aphrodite et Psyché. Hein, Aphrodite qui est juste la beauté de l'image, qui peut Voilà. être simulacre, et Psyché qui réouvre à la question de la beauté intérieure, de la vivacité et de la créativité. Tout à fait. Donc, voilà, on a beaucoup de choses à prévoir. Je crois que dans notre place, c'est d'aider les personnes en souffrance à résoudre les conflits, hein, de façon à ce que le symptôme puisse se lever et de les aider à ouvrir à la question de leur propre créativité. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis de cerner aussi leur zone d'aliénation inconsciente, enfin, quelque chose. Et là, je trouve que dans ce symptôme, c'est assez frappant. Hein, encore une fois, en quoi l'identification aux réseaux sociaux, ce serait une liberté. Voilà. Au contraire, une aliénation, et c'est important de le déconstruire. Jeunes papillons qui peuvent se brûler les ailes. J'entendais sur le divan l'autre jour une jeune fille qui avait eu un grand-père incestueux, qui lui avait fait des avances, et heureusement pas le passage à l'acte, mais la violence a été verbale dans le discours, et ce grand-père la poursuivait sur les réseaux sociaux. Hein, en mettant des commentaires libidineux, toutes ses copines demandaient ce que c'était. Donc c'est le support pour les pervers. Bien sûr, aussi. Et les pédophiles. Bien sûr. Hein? Bon, en même temps, il y a des choses intéressantes dans les réseaux sociaux. Oui, mais c'est important de rappeler. Sophie, toi, tu avais fait un travail dans l'ouvrage collectif éthique et questions contemporaines. Tu veux bien parler, tu avais travaillé sur la prostitution sur Internet. Oui, ce que j'avais nommé la prostitution de principe. Ah oui. Oui, oui. Et le lien, là encore, avec le développement des réseaux sociaux, à quel point ça avait pu faciliter, entre guillemets, la prostitution. Pour deux choses, notamment pour le côté pratique et rapide des choses. En un clic, on peut prendre rendez-vous avec quelqu'un. Mais plus profondément sur le fait de ce que j'avais appelé un viol de l'image. C'est-à-dire tous ces jeunes qui n'ont pas, alors jeunes ou moins jeunes, hein, mais pas forcément conscience de ce que on donne à voir et qui ne nous appartient plus. Tout à fait. C'est ça. Tous ces raptes d'images qui, quelque part, à un moment donné, l'adolescence où le psychisme est encore en construction, bien évidemment, et fragile, les réseaux sociaux
peuvent venir voler comme ça un morceau d'eux et qui laisse un trou, hein, et qui laisse une fragilité. Tout à fait. Non, c'est très important ce type de travail, hein, parce qu'en effet, il y a une méconnaissance aussi chez les adolescents, les adolescentes, et puis de ils ne ces sont pas usages, de ces avertis. mésusages. Ils ne sont pas avertis. Bien sûr. Oui, ou pas, ils n'en ont pas réellement conscience, Oui. hein, parce qu'il y a souvent beaucoup de prévention, les contrôles parentaux, etc. Et tout en rappelant aussi que, paradoxalement, c'est-à-dire bien utilisé, ça peut être aussi un outil de solidification narcissique. Du narcissisme primaire. Voilà. C'est pas bon. Voilà, c'est les accidents et comme partout, rien n'est évident, c'est une balade, hein, Oui. mais ça peut provoquer des dégâts et des dégâts qui ne sont pas forcément et compris parce que ça reste du. Oui. Mais ça questionne aussi cette ère de la visibilité, de l'extrême visibilité, c'est-à-dire tout voir, tout montrer, hein, qui crée des impasses en même temps. Oui, des impasses, oui. Les limites de l'intime. Voilà, tout à fait. Voilà, il y a tout à fait. Vous avez repris le concept d'une collègue qui parlait de désintimité. Oui, tout à fait. Quand il n'y a plus de dedans et de dehors, oui. ça devient compliqué. Tout à fait. Et ça, pour la construction de l'adolescence, c'est fondamental. Et du coup, là, il y a un danger aussi, hein. Il y avait un article dans Le Monde qui s'appelait La tyrannie du visage Instagram. Ah ben voilà. Et qui montrait que il y avait tellement de filtres qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui n'arrivaient plus à se supporter dans la réalité. D'où la question de la chirurgie esthétique, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité d'alerter, il y a une nécessité d'expliquer vraiment, parce que j'ai essayé de faire là ce qu'est une vraie image, hein, en quoi on n'a pas d'addiction à une vraie image. On n'a pas d'addiction, hein, à la peinture, à la photographie, mais il y a des addictions aux images des réseaux sociaux. Donc, c'est intéressant d'essayer de comprendre la différence. Parce que justement, dans une image de peinture, on a cette distance. Quand on va au musée voir un tableau, on prend son temps. Et la dimension de ce que la peinture peut offrir en soi. Absolument. De l'émotion, du sensible. Tout à fait. Tout à fait. Et du désir de créativité. Voilà, l'ouverture. Oui. Or, ces images des réseaux sociaux ne provoquent pas l'ouverture. Non. Hein. D'ailleurs, c'est un zapping permanent. Et je trouve que là-dessus aussi, c'est... D'ailleurs, tu en parles à un moment, l'œil ne s'arrête pas. Voilà. Hein, Et c'est vrai que c'est très intéressant de faire la différence avec le comportement quand on va voir un tableau au musée ou quand on a chez soi, cette distance qu'on peut prendre, cette manière de le voir autrement, l'émotion que ça procure, l'ouverture, comme tu dis. Et c'est là où, pour moi, il y a un statut particulier de ces images qui m'a intéressé d'essayer de travailler. De sursaturation, en fait. Le cerveau humain est sursaturé d'images. Les jeux vidéo, bon nombre sont fabriqués en Chine. J'avais travaillé quelque chose sur l'addiction chez les adolescents. Et les humains sont qualifiés d'eyeballs, hein, des yeux boules qui cliquent. Le nombre de clics est assez effrayant. Donc, je crois qu'en tant qu'analyste, il faut qu'on œuvre pour insister sur cette dimension d'ouverture nécessaire au psychisme humain. On discutait avant de commencer le Zoom sur l'apport majeur de Lacan, sur le féminin et sur la question du patou. Oui, tout à fait. Oui, je pense que nous avons à expliciter, en tout cas, hein, à montrer en quoi l'apport du patou chez Lacan est un apport moderne. Oui, on rappelle ce que c'est peut-être rapidement. Oui, sur les modalités de jouissance féminine. Voilà, il y a deux modalités de jouissance, la jouissance phallique et la jouissance patou-phallique. Et cette découverte de Lacan qui montre que la jouissance chez la femme est divisée. Hein, du coup, il y aurait cette proximité plus grande avec l'angoisse du fait de cette division. C'est au fond une avancée très très moderne
qu'il faut, à mon avis, poursuivre, parce que ça nous permet de comprendre la complexité du féminin, hein. Et c'est vrai que celles et ceux qui veulent réduire la conception phallique à quelque chose d'un peu, voilà, le phallus, enfin, la conception phallique, c'est la domination masculine, en gros. Je pense que c'est une erreur conceptuelle, c'est une erreur de compréhension, hein, de ce que la psychanalyse a amené. Même la question du pénis Schneid chez Freud. Freud était très avancé pour son temps sur la question féminine. Marie Bonaparte, je ne sais pas si vous avez vu la correspondance, mais J'ai commencé. c'est passionnant parce Oui, qu'on oui. voit à quel point voilà, Freud veut en tout cas aider les femmes, d'une certaine manière, aider les femmes aussi dans leur jouissance, même sexuelle, hein. Donc la psychanalyse, elle est du côté de la modernité. Et je crois que c'est vraiment important qu'on le souligne, qu'on le démontre. Et la psychanalyse, elle avance tout le temps. Et en tout cas, je trouve que cette conception du patou chez Lacan est vraiment novatrice et du côté de l'ouverture est très moderne. Il faut rappeler le lien du phallus avec le langage. Hein, ouais. Et le phallus corporel du côté de l'être et de l'avoir se métamorphose dans le langage et peut donner des effets de signifiant du côté du genre, mais c'est une métamorphose du phallus, de la fonction phallique qui est primordiale au départ. Sur cette dimension du patou, je te disais en janvier, là, lors de mon séminaire à Paris sur psychanalyse et pensée chinoise, j'avais invité Monique David-Ménard et nous avions travaillé sur la sexualité freudo-lacanienne en Chine. Elle nous avait apporté les travaux d'un jeune Chinois qui avait fait tout son mémoire et un ouvrage à venir sur le patou, envisagé pour lui en lecture avec le livre fondamental de la pensée chinoise sur le Yiking, du yin et du yang, c'est-à-dire un patou qu'il considère du côté binaire, voilà, en y étant un oui ou non, en élargissant du côté d'une alternance, peut-être, hein, je dirais peut-être de laisser advenir une circularité et une alternance. Voilà. C'est-à-dire que peut-être dans cette jouissance patophallique, comme on dit que l'analyste n'est qu'analyste par moment, on pourrait dire que la femme n'est dans la jouissance pas toute, peut-être que par moment. Il peut y avoir aussi voilà, une alternance et du mouvement. Tout à fait. Mais c'est ce mouvement qui est intéressant. Et c'est ce mouvement qui crée de l'ouverture et ce n'est pas caricatural. Voilà, comme certaines ont tendance à le penser. Et le mouvement, c'est la vie. Voilà. Ouais. Oui. La psychanalyse, elle travaille avec la pulsion de vie. Bien sûr. Oui. C'est important de le rappeler. Oui, en même temps, j'associe, je réfléchis. Il y a des questions? Oui, moi je me demandais si vous avez évoqué le processus d'aliénation aux images et la croissance des troubles, hein, des conduites alimentaires. Je me demandais si le fait que finalement ce processus d'aliénation ne touche pas que les jeunes, parce que les parents aussi sont pris dedans aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes qui sont accros aux réseaux sociaux. Absolument. N'amplifiez pas quelque part le phénomène du côté d'une banalisation du symptôme qui n'est pas forcément repéré par les parents, quand les jeunes, parce qu'eux-mêmes sont pris dedans. Contrairement, il me semble, là, il y a 20-30 ans, où il y avait, il me semble, moins de confusion de génération. Oui, ça c'est un point très intéressant parce que vous avez parfaitement raison, les parents aussi sont pris dans cette addiction au réseau. Et c'est vrai que l'une des spécificités quand même des troubles des conduites alimentaires, c'est le fait que ce n'est pas repéré tout de suite. Donc du coup, il y a une certaine lenteur aussi à la prise de conscience des parents, à quelque chose comme ça.
Parce qu'il y a des stratégies aussi de masquage chez, chez les patients qui ont des troubles des conduites alimentaires, de mettre beaucoup plus, voilà, de se camoufler un peu, etc. Mais en effet, il y a cette addiction, on pourrait dire, aux réseaux sociaux, elle est globale. Mais ce qui m'importe, c'est aussi de, comme on l'a dit depuis le début, c'est la fragilité de l'adolescence aussi qui rencontre, hein, d'une certaine manière, cette, entre guillemets, dictature, hein, qui Tout à est prônée fait. sur les réseaux sociaux. Parce que les adultes, après Ne mets tout, pas de bon, guillemets, hein. voilà. Oui, oui. Et donc, les adultes ont un peu plus de recul normalement, Ils sont déjà mais structurés. voilà. Mais chez les Au moins. adolescents, les adolescentes, comme c'est un corps en construction, comme tu l'as dit, un psychisme en construction, c'est vrai que une fragilité, une mise en cause, donc surtout du côté de la féminité, qui est parce que l'anorexie, enfin, le trouble des conduites alimentaires arrive au moment où il y a l'apparition des caractères sexuels secondaires, hein, chez les femmes, donc une espèce de refus, difficulté à appréhender cette féminisation des corps, hein, effectivement, elle rencontre d'une certaine manière les images des réseaux sociaux Qui inclut, il me semble, aussi la génération, on va dire, des mères oui, de ces jeunes. Et là encore, sous un effet pervers du discours de bien-être, oui. Soyez bien dans votre corps de 0 à 77 ans en gros, mais qui derrière, il me semble, véhicule aussi un surinvestissement du corps, quel que soit l'âge. Mais Ça a une fois de plus des bons aspects, mais il me semble aussi que là encore, il y a une pression supplémentaire, une exigence d'être bien dans son corps, etc., qui fait que les deux générations, c'est-à-dire parents et enfants, sont pris dans ce surinvestissement du corps, d'un côté sous on va dire, l'illusion du bien-être, rester en bonne santé, rester jeune, etc., mais qui est quand même enfermer le corps dans un certain cadre qui doit correspondre à une époque, à une société, etc. tout à fait. Et là aussi, les hommes sont impactés parce que il y a de plus en plus d'articles d'ailleurs sur l'importance des salles de sport, à quel point les garçons font de la musculation, les filles aussi, certaines filles aussi d'ailleurs, mais beaucoup les garçons, comme si être musclé, c'était là aussi un critère indispensable et ils peuvent y passer toute la semaine, quoi. Donc, Du permis d'embauche et de permis de séduire. voilà. Et donc là aussi, les garçons sont impactés aussi, hein, enfin, de plus en plus. Et là, on commence à avoir des troubles des conduites alimentaires chez les garçons. Oui. Mais moi, je pense que ça va augmenter parce que effectivement, il y a aussi ce diktat qui leur arrive, hein. Et là, c'est plutôt du côté du muscle. Bon, voilà. La maigreur, c'est les filles, le muscle, c'est les garçons. Franchement, c'est pas bonne, c'est caricatural. Ça dépend aussi du rapport à la castration, du sujet en structuration, et puis des ascendants aussi, des muscles de la mère, et de ce qui peut aussi intéressant à les regarder, de ce qui s'est transmis du féminin de génération de mère en fille. Hein. Souvent, on remonte très loin les dysfonctionnements. Oui, oui, tout à fait. Et puis aussi, tu parles des mères, mais il y a les pères aussi, hein, la manière dont les pères regardent leurs filles, sexualisant parfois un peu trop, enfin toutes ces questions. Regard des frères aussi, remarques sur le corps, hein, des pères, des frères, des cousins, enfin des hommes de la famille, hein, ou de l'entourage, à l'école, au lycée, enfin voilà, il y a toute cette complexité-là aussi. Donc, qu'est-ce qui a pu se construire pour chaque inconscient, je dirais. Voilà. Chaque intention de chaque inconscient dans la construction des fantasmes. Voilà, absolument. Et cela signe la difficulté d'accès au sexuel. Oui, oui, d'où l'importance, en tout cas, quand on reçoit ce type de patiente, d'être vraiment dans une écoute
oui, de leur désir, de leur histoire, de la manière dont ça s'est construit pour elles, au fur et à mesure des générations. Enfin, voilà, donc c'est une clinique tout à fait complexe et je trouve passionnant puisqu'il y a à la fois la question clinique pure, je dirais, et puis comment le social, le sociétal influence, est présent, etc. Un sociétal qui dénie le phallus, ça me travaille. Oui. Ça dénie aussi la possibilité de passer de la demande au désir. Ah oui. Parce que c'est ce moment d'articulation dans les 5 formes de l'Ochi, au moment phallique. Voilà, c'est important aussi à rappeler. Donc, comme si c'était une fabrique de populations qui vont rester du côté du besoin et de la demande. Une population totalement aliénée. Le fait d'avoir travaillé sur ce rapport aux images et aux réseaux sociaux et à l'explosion des réseaux sociaux, ça a changé quelque chose dans votre pratique de prise en charge? Oui, ça a changé. En fait, c'est en me rendant compte dans le discours de ces patientes. Ce qui a commencé à m'intriguer, c'est le fait que les crises de boulimie se passaient devant les écrans. Oui. Je me suis dit là, et c'est il y a 15 ans à peu près, je me suis dit là, c'est très curieux quand même que les écrans soient un peu moteurs finalement des crises de boulimie. Donc, j'ai commencé le remplissage des deux côtés. Absolument. Et donc, ça m'a questionnée sur cette image particulière qui est l'image d'écran. Puisque, au fond, les troubles des conduites alimentaires ont surtout commencé aux États-Unis avec les plateaux télé. C'est-à-dire le fait qu'il y a eu une déstructuration des repas aux États-Unis dans les années 1970 à peu près, où les familles américaines ne prenaient plus de repas ensemble, vraiment, sauf exception. Et que chacune va au frigo prendre. Voilà, c'est assez étonnant de voir. Je suis allée souvent aux États-Unis, c'est vrai que le fonctionnement des familles américaines est étonnant pour nous qui sommes encore attachés au repas familiaux. Et puis, bon, de cuisiner. Voilà. Et aux États-Unis, enfin, non, style, c'est pas vraiment. Et donc, c'est dans cette clinique où les patientes me relataient leur crise de boulimie devant les écrans, et que si, au fond, il n'y avait pas d'écran, pas forcément de crise, enfin, quelque chose là m'a intriguée. Et donc, c'est vrai que ma réflexion aussi est partie de là. Je me demandais, au fond, il y aurait une double aliénation, finalement, une double, voilà, quelque chose, en tout cas, une double compulsion. Et c'est étonnant parce que oral et scopique. Oral et scopique, tout à fait. Enfin, voilà, oral et scopique. Et souvent, enfin, dans les cures, quand j'essayais de questionner ce couplage et que ça avait écho, ça faisait écho chez certaines patientes qui arrêtaient finalement de faire leur crise devant les écrans, se rendaient compte aussi voilà, de ce qui se passait pour elles. Ça avait moins de fonction, d'une certaine manière. La crise de boulimie comme ça, sans écran, ça n'avait plus la même fonction. Donc voilà, mes recherches aussi sont parties de là, par rapport à l'image. Pour défendre, évidemment, dès que la psychanalyse a toute sa place quand c'est pris en charge, j'ai relu justement pour l'entretien le livre de Delphine Vigan, Pour sans fin, qui vient de sortir en poche, qui raconte une partie de son parcours d'anorexie, en tous les cas son hospitalisation quand elle était jeune fille. Et qui est un récit très sans pathos, très sobre, voilà. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est à quel point ça illustrait la magie du transfert. Oui. Il y a ce médecin qui vient, voilà, quand elle est hospitalisée, et il y a son amour du transfert qui est là, etc. Et je trouve que c'est très, très bien montré. Oui, voilà. oui.
Justement, oui, oui, tout à fait. Et justement, dans mon livre, j'ai voulu me servir des écrivaines. Enfin, me servir, en tout cas, relater. Enfin, j'ai pensé à Amélie Nothomb et Ah oui. Noël Châtelet, Mhm. parce que je suis toujours un peu embarrassée dans les vignettes cliniques. Et je trouve que certaines autrices parlent très, très bien hein, Amélie Nothomb, quand elle parle de l'anorexie avec cette plectrude, hein, qui est une jeune fille qui veut devenir danseuse, c'est très très bien, enfin, très, très bien dit, c'est exactement que, voilà, ce que disent les anorexiques, ce qu'elles ressentent, hein, c'est-à-dire que jusqu'où elles sont capables d'aller dans la douleur aussi, parce que les anorexiques ont très faim en fait. Hein, parfois, voilà. Donc, c'est une douleur terrible, hein, physique. Et Noël Châtelet fait des récits comme ça de crise de boulimie. On appelle ça l'attaque du frigidaire, c'est vraiment. Et c'est très intéressant aussi. Donc, je trouve que les autrices, voilà, j'ai voulu aussi rendre hommage à la manière dont certaines autrices ont parlé de ces questions avec beaucoup voilà, à la fois de pudeur, mais en même temps, effectivement, des fils de Liban aussi, très intéressant. C'est Jones qui a dit que la sexualité féminine était plus dépendante des pulsions et d'un des schèmes oraux, vaginaux Oui, oui. que le masculin. Oui, oui, tout à fait. Hein, c'est vrai que il y a une spécificité, bien sûr, de la sexualité féminine et en tout cas de la sexuation, hein, et comment voilà, toutes ces catégories sont importantes à déployer, à expliciter, à transmettre, comment fonctionne notre clinique. Hein, et puis les résultats, hein, c'est-à-dire que c'est une clinique qui marche, quoi. Donc, il y a quelque chose On peut arriver à démontrer. À ce temps de coupure avec l'objet. Oui, tout à fait. Hein, et à la fois l'objet, vraiment, il y a quelque chose qui leur permet d'entendre hein, où est leur désir, où est leur fonction désirante, comment ça peut se construire autrement et comment ça se dépasse. Voilà, c'est tout à fait opératoire, on va dire. Le chemin d'accès au féminin est unique à chaque femme et long. Oui, hein, oui, oui. Oui, c'est vrai que ça, c'est une des particularités de la question de la féminité, c'est que chaque femme, une par une, doit inventer au fond son chemin et ça crée une créativité du côté des femmes. Hein. Je ne sais pas que les hommes n'ont pas de créativité, hein, mais en tout cas, il y a de manière inhérente à ce chemin, une par une, ou quelque chose qui est vraiment... Et puis les différentes étapes de la vie d'une femme, hein, donc l'adolescence, et puis éventuellement la maternité, l'accouchement, et ensuite la ménopause. Enfin, il peut y avoir des moments de vacillement comme ça dans la structuration psychique pour une femme voilà, qui sont tout à fait intéressants à penser et à traverser. Et là, la psychanalyse a vraiment des outils pour comprendre de quoi il s'agit. Ça me fait associer à. Récemment, ma fille m'a envoyé l'ouvrage d'une poétesse chinoise contemporaine, Zhang Yongming, qui dirige une revue littéraire Wings sur la poésie féminine. Et elle a une forme d'écriture d'une grande force. Et elle décrit le féminin de manière très, très crue, très étonnante et qui a dérangé, mais elle continue sa route. J'ai relevé ce qu'elle disait de la froide neutralité qui est aujourd'hui imposée en niant la différence des sexes au lieu de la reconnaître, la différence des sexes. Hein. Voilà, donc une poète chinoise qui ose dire. Oui, oui, oui. Je dirais.
Oui, oui, c'est vrai qu'on est dans une période de complexité hein, par rapport De neutralisation, par de rapport à froide ça, c'est sûr. neutralisation. Voilà. Et c'est vrai que quand on pense à cette nouvelle clinique sur le transgenre, il y a quand même, j'ai l'impression, plus de filles qui veulent devenir des garçons, hein, quand même. Et je trouve que c'est assez proche, hein, parfois, chez ces adolescentes, de ce que peuvent dire les anorexiques sur leur difficulté à appréhender le féminin, voir leur détestation du féminin. Et je trouve que là, il y a aussi quelque chose à penser sur ce que ça, voilà, ce que ça signifie pour un sujet hein, de rejeter à ce point-là le féminin. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que la psychanalyse a beaucoup de choses à dire sur les phénomènes contemporains. On était sur des pistes de réflexion et de travail, d'ouvrir d'autres séminaires de travail sur ces questions du féminisme. Oui, tout à fait. Oui. Là, je trouve que ce serait intéressant qu'on réfléchisse à plusieurs, hein, Oui. De manière transinstitutionnelle d'ailleurs, hein, sur ces questions contemporaines, de ce qu'est voilà, le féminin aujourd'hui, de comment on peut l'appréhender, qu'est-ce que ça pose comme question théorique, clinique. De façon, je dirais, à éviter les retours du refoulé et des haines du féminin Oui, tout à fait. Qui peuvent s'étendre à nouveau. Il y a qu'à voir aux États-Unis. Tout à fait. Ah oui. Oui, oui, le menace sur l'avortement, sur ces choses-là, qui sont révélatrices aussi de cette difficulté à supporter le féminin. Tout à fait. Ok, on va rester là-dessus. Merci. La prochaine présentation sera le 30 juin et nous avons invité Ahmed Boulal sur son livre sur le suicide, Le divan intrigué. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci Vanina. beaucoup. C'est un plaisir.